Entre 6 heures et 7 heures, évidemment, le matin du 6 juin, vous doutez, ça va être, comme vous le savez, un moment bien charnière, un moment marquant pour la Normandie, pour la France et pour l'histoire, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Cette petite heure qui, finalement, va être le commencement bien, d'une armada, de la plus grosse opération amphibie de l'histoire. Le débarquement de Normandie va commencer dans les 30 prochaines minutes. Mais avant ça, on a parlé juste avant du bombardement naval qui va avoir lieu, ce bombardement qui va provenir de la force navale U de Utah Beach. Et va débuter également le bombardement aérien. Sur Utah Beach, ce sont des B-26, des B-26 Marauder qui vont être utilisés pour bombarder la plage. On peut d'ailleurs toujours en voir un, c'est un avion qui reste aujourd'hui assez rare. Et on peut en voir un d'ailleurs au musée de Utah Beach, chose assez rare. Mais toujours est-il bien que ce sont ce type d'avions qui vont être utilisés pour bombarder la plage. Le bombardement aérien va débuter à 6h09, très précisément. Il doit se terminer ce bombardement à 6h25. 6h25 parce qu'il va falloir 5 minutes de sécurité entre la fin du bombardement et l'arrivée des premiers hommes sur la plage de Utah Beach. Le rapport de ces pilotes qui vont bombarder la plage de Utah va indiquer notamment que le dernier avion va bombarder la plage à 6h27, c'est l'heure à laquelle la dernière bombe va sortir, mais toujours est-il que voilà, ce petit délai va être respecté. Ce bombardement, il va avoir différents objectifs. Le premier objectif, ça va être bien de bombarder évidemment cette zone de manière à éliminer le maximum de défense allemande et notamment les différents WN qui vont se trouver sur le bord de la côte. Mais ça va avoir également un deuxième objectif, ça va être de rompre l'ensemble des lignes de communication qui vont bien être établis entre les différents WN, entre les différents Widerstandsnetz qui vont se trouver sur tout le mur de l'Atlantique. L'ensemble de ces blocos vont être reliés par des lignes de communication, des câbles qui vont être enterrés généralement à plusieurs mètres sous terre, 2, 3, 4 mètres sous terre suivant les endroits. C'est pourquoi les bombardiers, on va trouver deux types de bombes sur les bombardiers. On va trouver dans un premier temps des bombes de 100 kg. Ça va être ce que la majeure partie des B-26 vont avoir. 293 B-26 vont en majorité être équipés de bombes de 100 kg. Le but est d'éviter de faire des cratères immenses, parce qu'on sait que quelques heures après, quelques minutes après, si tout se déroule bien, les hommes qui vont débarquer vont devoir avancer dans les terres. Donc s'il y a des cratères absolument partout, l'utilisation de ce terrain va être plus compliquée. Mais seulement 16 bombardiers, 16 B-26 sur les 293 vont être équipés de bombes un petit peu plus importantes, et notamment des bombes de 900 kg. Ces bombes, elles vont avoir pour rôle de détruire les blocos les plus importants, les STP notamment, qui vont se trouver sur la ligne de débarquement, sur la zone de débarquement, mais également de faire des trous plus importants, de manière à pouvoir rompre ces lignes de communication qu'on va avoir entre les différents blocos. Mais seulement 16 bombardiers vont en être équipés, de manière à, comme je le disais, ne pas bien détruire l'ensemble du terrain derrière les plages, et de laisser la géographie assez propre pour que les hommes puissent avancer un petit peu plus dans les terres. À 6h30, le débarquement va se dérouler, comme je le disais, 6h27, la fin du bombardement aérien. Et à 6h30, la première vague d'assaut sur Utah Beach va atteindre la plage. Ces 600 hommes sont de la 4e division d'infanterie américaine. Cette première vague va être accompagnée notamment par le général Theodore Roosevelt, qui est le neveu du président Franklin Roosevelt, à ce moment-là président des États-Unis. Theodore Roosevelt n'est pas le général principal de la 4e division. Le général principal, le premier général de la 4e, c'est le général Teddy Barton qui commande cette unité. Mais Theodore Roosevelt est le général en second de la division et va faire le choix de débarquer avec les hommes de la 4e division en première vague d'assaut. Theodore Roosevelt, quand il atteint la dune de Utah, il va se rendre compte d'une chose notamment, c'est que l'ensemble de ces hommes ne sont pas au bon endroit, qu'ils ont débarqué un petit peu trop au sud, notamment ils ont débarqué sur le WN5 alors qu'ils auraient dû débarquer un petit peu plus haut sur la plage notamment de Saint-Martin de Varville. Mais toujours est-il qu'ils ont débarqué ici et que le débarquement est en train de bien se dérouler. La première vague va pouvoir prendre possession de la plage, et on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais les vagues vont se suivre au fur et à mesure à la suite de cette première vague. Et globalement, 45 minutes après l'arrivée des premiers hommes, la plage de Utah Beach va globalement être sécurisée.
les hommes vont pouvoir prendre possession, hein, et les vagues vont pouvoir se suivre. Ce qui fait de Utah Beach l'une des plages où le débarquement va le mieux se dérouler, pour ainsi dire, le débarquement va le mieux se dérouler sur Utah Beach comparé aux autres plages. On va déplorer quand même notamment 197 tués sur la plage de Utah Beach le matin du 6 juin lors du débarquement. Donc c'est effectivement un moment charnière entre 6h et 7h le matin du 6 juin. Le débarquement est en train de se dérouler successivement sur la plage de Utah et sur la plage de Omaha. Omaha, on le sait, hein, ça va vraiment moins bien se dérouler que sur Utah Beach. Mais sur Utah Beach, le débarquement se déroule. Maintenant, la mission pour les hommes de la 4e, ça va être d'avancer dans les terres et notamment aller à la rencontre des parachutistes. Et ça, on pourra le voir un petit peu plus tard dans la journée quand tout ça va se dérouler. Depuis 6h10, les tirs d'artillerie de marine ont été largement relayés par les bombardements incessants de l'aviation et les différents groupes de bombardiers se succèdent sur les positions de WN5. Partout, on a des hommes qui sont recroquevillés dans les trous, ou du moins dans ce qu'il subsiste des tranchées. Tous se bouchent les oreilles, tous attendent, tandis qu'autour d'eux, le paysage s'effondre, devient quasiment lunaire. Et soudain, un cri parmi tout ce tumulte, les bateaux, ils arrivent, ça y est, c'est le débarquement. Et là, au fur et à mesure que le nuage artificiel se dissipe et que, bien entendu, les bateaux se rapprochent de la côte, l'immense armada américaine finit par se dévoiler à perte de vue et les troupes allemandes sont littéralement médusées, choquées, sachant qu'au même moment, elles sont soumises au bombardement. Alors comment est-ce que c'est possible? Personne ne le comprend. Personne ne comprend que Rommel ait pu se tromper. Personne ne comprend que les troupes viennent avec une météo aussi dégradée. Personne ne comprend qu'ils acceptent l'idée de débarquer sachant qu'ils vont avoir 800 mètres de plage à franchir sous le feu ennemi. Arthur Janke, à ce moment-là, est confronté à une série d'interrogations, mais très vite il réagit. Il se dit que les différents bombardements l'empêchent désormais d'avoir une capacité à clouer au sol les Américains qui vont débarquer. Il n'a pas suffisamment d'effectifs ni de matériel lourd, mais encore peut-il faire appel à l'artillerie. Il envoie donc une estafette à vélo en lui indiquant de rejoindre au plus vite la position de Saint-Martin-de-Varreville, autrement dit le 1261e régiment d'artillerie, la 13e compagnie, celle qui est commandée par le lieutenant Schoen, qu'il connaît bien, laquelle est équipée avec des canons de 122 mm, et il ordonne à cette estafette d'informer le lieutenant Schoen qu'au moment où il tirera une fusée verte, le lieutenant doit faire tirer tous ses canons sur la proximité des positions allemandes, autrement dit sur la plage, et là où les premières troupes vont certainement débarquer. Ce que Janke ne sait pas, c'est que finalement l'estafette n'arrivera jamais jusqu'au poste de la batterie d'artillerie, puisqu'elle a été tuée sur la route, et lorsque, désespéré, Janke tirera sa fameuse fusée verte, espérant avoir l'appui d'un tir d'artillerie, il n'obtiendra rien et ne verra rien venir. Il est donc 6h30, la première vague d'assaut américaine débarque sur ce secteur que l'on va bientôt coder comme Anchor Red, et sur cette plage qui n'est plus pour l'histoire ni la Madeleine ni la Grande Dune, mais qui devient Utah Beach. Alors, une fois de plus, pour appuyer le débarquement des troupes, l'artillerie va encore une fois se déchaîner. Ce sont des lance-fusées qui sont implantées sur des péniches, et ce sont également des pièces d'artillerie qui sont implantées sur des péniches qui appuient le débarquement des chalands. Et une fois de plus, les troupes allemandes vont être confrontées à un déluge de fer et de feu. L'idée de Janke reste néanmoins toujours la même. Il va laisser s'avancer au plus près les troupes américaines, parce qu'on lui a toujours appris qu'à moins d'une centaine de mètres, les troupes n'ont aucune chance. À 800 mètres, la possibilité d'échapper au tir est quand même nettement plus conséquente. Le seul problème, c'est que les troupes sont de plus en plus nombreuses. Il ordonne donc, avec les soldats dont il dispose et le matériel dont il a encore l'usage, le feu à volonté. Alors bien évidemment, ce feu à volonté n'est pas spectaculaire, mais il émane pourtant encore d'une pièce restée indemne,
C'est le 37 mm sous coupole Renault, servi par un certain caporal Friedrich, dont la légende voudrait qu'il ait été myope, mais particulièrement expert tout de même pour le tir, et qui va s'efforcer de clouer au sol pendant un certain temps les soldats américains qui viennent de débarquer.